Elmna et le pays merveilleux de Templeton. Chapitre 1. L'argent n'existe pas au pays merveilleux de Templeton. 1 heure d'activité équivaut à 1 heure d'activité. Tout a la même valeur. L'école se vit au cœur de la nature. Tous les arts y sont représentés. Chacun peut s'adonner à l'activité de son choix au gré de ses envies. Des facilitateurs permettent aux enfants l'accès à un enseignement riche et varié. Les sujets prisés concernent les animaux, la nature, le corps, les remèdes naturels, l'alimentation, les lois spirituelles, la gestion des émotions, les activités physiques et récréatives, la créativité, les arts plastiques, la reproduction. Aucun sujet n'est tabou. La lecture est appréciée et considérée comme une friandise pour l'esprit. Très jeunes, les enfants élaborent eux-mêmes des histoires et fabriquent leurs livres. L'apprentissage y est avant tout expérimental. La technologie est régulée. Seules les applications jugées nécessaires sont autorisées, tout le reste est méticuleusement jugulé. Les technologies nocives à outrance ont disparu depuis longtemps. Aucune énergie n'est désormais payante et chacun y a accès librement. Aucun profit n'est possible. Il existe un grand conseil des rêves qui veille sur la sécurité tant matérielle que spirituelle du royaume. Quand un habitant de Templeton choisit de réaliser un rêve, s'il est assez grand et inspirant, il est validé et tout le monde l'encourage et l'aide à le réaliser. Il existe un pôle prévention santé qui utilise la réalité virtuelle pour les gens affaiblis ou ayant le moral en berne, ce qui est très rare au pays merveilleux depuis l'arrêt de la consommation d'opiacés et d'hydrocarbures. Certains programmes sont d'une efficacité remarquable. Nager avec les dauphins, survoler un champ de coquelicots, danser avec les nuages, jouer à cache-cache dans la grande forêt de séquoias, se balader en montgolfière au-dessus des champs de lavande, sauter d'une montagne à l'autre grâce aux bottes de 7 lieues, dévaler la plus grande piste de luge des univers. Ces films permettent une régulation complète et immédiate du taux d'hormones nécessaire au processus d'auto-guérison du corps et de l'esprit. Le pays merveilleux de Templeton n'est pas très grand. Toutes les espèces vivantes sont représentées et vivent en harmonie les unes avec les autres. Les animaux dangereux pour l'homme ont progressivement délaissé le royaume et les animaux sauvages taquinent gentiment les animaux domestiques sans jamais les offenser. On se déplace à pied. La marche est le moyen de locomotion recommandé. Pour les personnes à mobilité réduite, des roll-fit sont utilisés. La téléportation est autorisée par délégation en cas d'urgence, mais à Templeton, il n'y a pas vraiment d'urgence. Tout le monde prend le temps de vivre à son rythme. Les paysages sont époustouflants. Leur contemplation occupe 25% de l'activité récréative des habitants. Quand une personne commet une infraction au code de moralité, elle est isolée dans une pièce qui s'appelle libérade, où elle pratique avec assiduité la méditation, le jeûne et le sport, tout ceci dans un silence absolu afin de recouvrer conscience et discernement. Bref, tout le monde semble heureux au pays merveilleux et magique de Templeton. Un jour, Petit Pouvoir sonne à la porte d'entrée du royaume et demande audience au Grand Conseil des Rêves, seule autorité existant au pays merveilleux. « Bonjour messieurs, je m'appelle Petit Pouvoir. Je viens de très très loin et je demande votre hospitalité pour me reposer chez vous avant de poursuivre ma route. » Petit Pouvoir est à croquer. Il a 2 grands yeux doux et charmeurs, une voix envoûtante et un sourire ravageur. Il a conscience de son magnétisme et de la fascination qu'il exerce naturellement sur autrui. Le Conseil des Rêves répond. « Bonjour étranger. Personne n'est autorisé à entrer au pays merveilleux de Templeton sans recommandation. »« Je comprends, » répond Petit Pouvoir avec sa voix de velours. « Je vais rester à la porte et si le froid n'a pas raison de moi, peut-être que demain... »
Il s'interrompit en tout sautant. Le conseil des sages se concerte et répond. Cette nuit va être particulièrement froide. Entre, étranger, et sois le bienvenu. La maison Libertad va t'offrir de quoi dormir et te restaurer, mais demain, tu devras avoir quitté le royaume magique avant le lever du soleil. Oh, merci, merci pour votre générosité, répond Petit Pouvoir, tout excité et heureux d'avoir comme souvent obtenu ce qu'il attendait. Le conseil des rêves fit ouvrir la porte du royaume et escorter Petit Pouvoir jusqu'à la maison Libertad en lui souhaitant une bonne nuit de régénération. Quelques heures plus tard, alors que la nuit tombait, les étoiles se mirent à briller au-dessus du pays merveilleux et on entendit quelques voix chuchoter. « Bon repos à tous, que la nuit vous soit douce et régénérante. Grandissez bien mes enfants, à demain. » Sur ces douces paroles, le royaume s'endormit paisiblement. Tout le royaume, sauf Petit Pouvoir, qui tournait et virait dans son lit improvisé, un futon déposé à même le sol. Trop dur ce lit. Son ventre grouillait de faim. Les feuilles de chou kale séchées à la crème de dattes et la soupe de légumes biologiques n'avaient pas calé son appétit débordant. Il était habitué aux repas riches et copieux du nouveau monde où il vivait. Il se remémora le discours de son père la veille de son départ. « Mon fils, notre rôle est de défendre notre point de vue. Il y a toujours quelqu'un qui a raison et un autre qui a tort. C'est à nous d'aider ces pauvres gens à prendre position. C'est ta mission, mon fils. Moi, grand pouvoir, je vais bientôt être à la retraite et tu vas devoir assurer mes fonctions. Je te laisse quelques semaines pour visiter les univers et à ton retour, tu seras assez grand pour siéger à mes côtés avant de prendre la relève. » Petit Pouvoir était heureux de cette reconnaissance patriarcale et prépara son voyage avec entrain. Le dernier royaume qu'il rencontra lors de son périple fut celui de Templeton. Il n'avait pas l'habitude de tant marcher, il était encore très petit. Jusqu'ici, rien n'avait véritablement marqué son voyage, et pourtant, le retour était proche. Il savait ce qu'il devait faire pour grandir, il devait exercer ses talents d'orateur et son pouvoir. Une femme se déchaussa et entra dans la salle Libertad. « Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un ici à cette heure tardive, excusez-moi. Je venais me ressourcer après ma journée d'activité. »« Ne vous excusez pas, répondit Petit Pouvoir. Vous êtes bien courageuse de travailler aussi tard. »« Oh, mais c'est un plaisir. Je suis heureuse de contribuer chaque jour à ma façon. »« Et que faites-vous comme travail, chère jolie dame ?»« Je suis hôtesse d'accueil. Je suis chargée de faire visiter le royaume de Templeton à des groupes provenant de différents univers. »« Ce travail n'est pas très glorieux et relativement contraignant et répétitif. Vous devriez pouvoir vous reposer 2 fois plus que les autres. Vous êtes tellement jolie. N'avez-vous jamais songé à devenir actrice ou à travailler dans la mode ? » ?»« Ça se voit que vous n'êtes pas d'ici, cher monsieur. Ici, au royaume de Templeton, toute activité a la même valeur. Les gens choisissent librement leurs activités. Ce que vous suggérez n'est pas très équitable. Regardez-moi. Ah oui. Ah, vous êtes vraiment magnifique. Pourquoi gâcher une beauté pareille ? Vous avez des droits, non d'un petit mouchoir en satin. Ce boulot est-il vraiment en accord avec vos désirs profonds ? Je doute que le ciel vous ait donné de tels dons, une telle beauté pour les dilapider au quotidien dans un travail aussi routinier et si peu valorisant. La jeunesse passe vite. Et ce n'est pas une hôtesse en moins qui va faire s'effondrer le beau royaume de Templeton. » La femme regarda Petit Pouvoir bouche bée. Elle n'avait jamais, de sa vie, entendu quelqu'un parler d'une façon pareille. C'est comme si les mots collaient à son oreille. Elle avait beau connaître les règles de la communauté, elle ne parvenait pas à lâcher Petit Pouvoir des yeux, tant il était hypnotique. « Eh bien, je vais réfléchir à tout cela, » répondit-elle. « Je vous souhaite une douce nuit et une bonne régénération. » « Merci beaucoup, jolie dame. Vous aussi, vous méritez le meilleur, ne l'oubliez pas. » La femme quitta la pièce, complètement décontenancée par cet échange.
Elle se souvint des discussions interminables avec ses parents sur son choix d'activité à l'époque où ils avaient rejoint le pays merveilleux. Elle pensait vraiment qu'elle était à la bonne place. Pouvait-il en être autrement? Sa tête se mit à capter des idées sombres et elle se sentit submergée par des émotions de frustration, tristesse, abattement. Elle s'endormit le cœur serré. Le lendemain matin, Petit Pouvoir se leva et prépara ses affaires quand d'un coup, il constata qu'il avait grandi pendant la nuit. Quelqu'un lui avait donc donné de l'importance. Il se retrouva avec un pantalon minuscule et partit en quête de vêtements à sa taille. Quand il arriva à la porte d'une boutique, il trouva porte close. Il était encore très tôt, mais il décida de toquer quand même. L'audace paye, pensa-t-il. Bonjour, je m'appelle Petit Pouvoir, s'il vous plaît, toc toc toc. Le commerçant ouvrit la fenêtre et répondit poliment que le magasin ouvrait dans 1 heure. Petit Pouvoir usa de son charme enfantin, expliquant qu'il serait parti et que ce serait pure charité que de lui venir en aide. Le commerçant descendit ouvrir à Petit Pouvoir. Bonjour, étranger, fais vite, on va éviter de réveiller toute la contrée. Oui, oui, dit Petit Pouvoir, pendant qu'il s'engouffrait dans le magasin. Oh, mais que c'est du bel ouvrage, l'ami! Au premier regard, il trouva ce qu'il voulait. Ceci sera parfait. Combien vous dois-je? Cet ensemble représente 2 heures d'activité. C'est ainsi que l'on procède à Templeton. Que fais-tu dans la vie? Je conseille les gens pour qu'ils aient raison. Ah bon? Est-ce réellement une activité, étranger? Certainement, l'ami. D'où je viens, c'est un job, et un job très bien payé. Je suis très utile à beaucoup de monde. Rétorqua-t-il fièrement. Vraiment? Tenez, par exemple, vous avez des enfants. En effet. Et il arrive qu'ils n'écoutent pas toujours ce que vous leur demandez. Absolument. Que faites-vous alors? J'écoute leur point de vue, nous passons de la tête au cœur, et quand le monde s'est exprimé, nous trouvons un accord qui convient à l'ensemble. Eh bien, avec ma méthode, en 1 minute, c'est réglé. Ah oui, vraiment. Vous devez être ferme et les cadrer. Les enfants ont besoin de poignes et d'un cadre sécurisant pour grandir et se développer. Parfois, exercer son autorité est une preuve d'intelligence et de maturité que vous êtes en mesure d'imposer sans concertation aucune. Ils ont besoin de sentir qui est le chef de famille, non d'un petit mouchoir en satin. Une légère pression au bon endroit et le tour est joué. Mais pourquoi ferais-je une chose pareille, étranger? Pour gagner du temps. Même si vous ne le faites pas souvent, je vous assure, c'est très utile, surtout quand on est pressé. Pressé? Ici, monsieur, on a tout le temps nécessaire et si on l'a pas, on le prend. Merci pour vos conseils, étrangers, mais ils n'entrent pas en résonance avec mes valeurs et ma vision de la réalité éducative de Templeton. Ok, ok, répondit Petit Pouvoir. Alors, acceptez ces quelques billets pour vous offrir ce qu'il vous plaira. Comme je vous l'ai expliqué, ici à Templeton, quand on veut quelque chose, on échange, on troque, cher étranger, répondit le commerçant, navré de ne pouvoir contenter son interlocuteur. Ben là, c'est la même chose. Cet argent vous permettra de troquer sans avoir à vous démunir de votre stock. Essayez. Du pays d'où je viens, les hommes vénèrent ces billets. Des bouts de papier vénérés? Ça me paraît assez suspect. Ok, j'accepte vos billets. Je ne vais pas vous laisser repartir en sous-vêtements, de toute façon. Ce ne serait pas très charitable de ma part. J'irai quand même en toucher 2 mots au Grand Conseil des rêves. Merci, l'ami. Belle journée à vous. Je file. Le soleil se leva à l'instant même où Petit Pouvoir quittait le royaume de Templeton. Il se promit d'y revenir quand il serait plus grand. Les gens étaient bizarres, ils ne comprenaient rien à leur philosophie et ils trouvaient ça amusant. En sortant du royaume, il aperçut une cascade. Il décida de s'y arrêter avant de poursuivre son chemin. Chapitre 2.
7 heures sonnèrent et le soleil inonda le royaume magique. Une femme accourut ventre à terre, demandant audience au Grand Conseil des rêves. Elle expliqua qu'elle se sentait perdue et dévastée par des pensées et des émotions négatives. Le Conseil des rêves la considéra avec compassion et, avec une infinie tendresse, répondit : « As-tu oublié que tu as fait le choix de cette activité toi-même et qu'à chaque moment de ta vie, tu es libre d'en changer ? As-tu oublié que ton activité est l'une des plus utiles à notre beau royaume et à sa communauté ? As-tu oublié que tu peux te reposer, être massé, te divertir, prendre congé à chaque fois que tu en ressens le besoin ? As-tu oublié que tu as le droit d'arrêter ton activité à chaque instant, si ton âme n'est plus en accord avec ? » La femme resta bouche bée, complètement décontenancée par les propos enveloppants et réconfortants du Grand Conseil. Elle s'excusa et bredouilla. Je comprends pas. Je comprends pas. Des idées sottes sont apparues dans ma tête, des émotions. J'ai pensé à ça toute la nuit et ce matin, j'étais pleine de colère et d'injustice. J'ai jamais ressenti ça auparavant. Tu as rencontré Petit Pouvoir. Nous l'avons laissé entrer cette nuit. Nous connaissons très bien son grand-père Pouvoir. C'était un homme à fière allure et d'une éloquence rarissime. Mais la forme fait souvent passer des messages de propagande mentale et égotique et l'on ne peut accepter que l'harmonie du royaume soit en danger. Nous avons veillé sur lui toute la nuit. Il a grandi car tu lui as remis ton pouvoir, ton libre arbitre. C'est ainsi qu'il se nourrit. Ah pardon, oh pardon, je suis tellement désolée. J'ai passé la pire nuit de ma vie. Va en paix et profite de cette journée pour jeûner et méditer sur cette expérience. Elle t'enseignera ce qu'elle a besoin de t'enseigner. Nous reparlerons de ton activité demain quand tu auras replacé tout cela dans ton système de croyances. Merci, Conseil. Belle journée et heureuse homéostasie à vous. Le Grand Conseil des rêves, c'est tout le temps. Personne ne peut lui cacher quoi que ce soit. Tout le monde peut l'interroger, se confier, demander audience. Il est composé des anciens de Templeton. Ne peut y entrer que les personnes ayant vécu leur part d'ombre et de lumière. Ce chemin initiatique semé d'embûches, long, complexe, parfois même douloureux, demande d'acquérir un certain niveau de maturité et de conscience. Le commerçant arriva à son tour et demanda à parler au conseil. Bonjour, Grand Conseil des rêves. Désolée de vous déranger, je viens de recevoir quelques morceaux de papier en échange de vêtements par un étranger. Je ne l'ai jamais rencontré auparavant, j'ai décidé de vous en aviser. C'est curieux comme principe. Moi, j'ai passé des heures à confectionner ces vêtements et lui me donne des bouts de papier. Que puis-je en faire ? Bonjour à toi, commerçant. Ces morceaux de papier sont appelés argent. Nous avons connu l'argent il y a très longtemps au royaume de Templeton et nous avons décidé de revenir au système de troc, beaucoup plus équitable. La spéculation des hommes avait rendu ces bouts de papier beaucoup trop importants dans le cœur du peuple. Considérés comme déviants, tout le système financier s'est effondré et nous avons dû rebâtir le royaume de Templeton sur des bases beaucoup plus saines. Puisque l'argent n'existe pas à Templeton, je ne pourrais donc pas m'offrir ce que bon me semble sans la moindre contrepartie. Nous comprenons ta déception. Tu as le choix cependant. Soit tu assumes la conséquence de cette expérience, puisque tu as accepté sa proposition et tu perds ton échange, soit tu pars pour le nouveau monde et là-bas, tu pourras utiliser cet argent. Tu vivras une toute autre expérience. Rien n'est bon ou mauvais en soi, tout est une question de choix. Nous te laissons le temps de la réflexion. Le commerçant ne s'y attendait pas. C'est vrai qu'il ne s'était pas vraiment opposé à la proposition de Petit Pouvoir, mais de là à partir du royaume pour quelques morceaux de papier... Ok, dit-il. En homme pragmatique qu'il était, le commerçant sortit de sa poche une feuille et un crayon. Une colonne dans laquelle il se mit à noter les avantages d'une telle opportunité et, dans une autre colonne, les peurs et désagréments de se lancer ce défi. Sa tête captait des images et il porta son attention sur l'une d'entre elles. Une montre. Il y avait des années qu'il voulait une montre.
Celle que son oncle lui avait léguée et qui venait du Nouveau Monde s'était brisée récemment. Quelques billets pour un tel objet, cela pourrait valoir le coup et en prime l'aventure. Le commerçant était un homme très distingué, à la fois curieux et peu téméraire. Il approchait la quarantaine. Il luttait souvent entre les différentes facettes de sa personnalité. Il avait intégré le royaume de Templeton lorsqu'il était encore enfant. Il vivait comme un poisson dans l'eau, même si parfois l'eau lui semblait être celle d'un bocal. Tout était si parfait, si calme, si beau. Il rêvait souvent des histoires impétueuses que sa mère lui racontait enfant. Elle lui répétait que l'ombre faisait partie de l'existence et que malgré leur choix de vie actuel, il faudrait un jour qu'ils partent découvrir le côté obscur de l'existence pour réellement apprécier le royaume de Templeton, sinon viendrait la lassitude. Mais jusqu'ici, il n'avait jamais osé. Il regarda les billets qu'il tenait face à lui et d'un coup se décida. Se levant d'un bond, tout en froissant la feuille au creux de sa main moite et tremblante de peur et d'excitation, il s'exclama. « Ça y est, c'est décidé !» Le conseil des rêves revint vers lui immédiatement. « Nous t'écoutons. Je pars. » Nous te félicitons d'avoir fait ce choix audacieux et nous te souhaitons d'en assumer la pleine responsabilité. Nous t'offrons une aide pour ton foyer durant ton absence, un carnet de voyage ainsi qu'une carte, une semaine de repas, de l'eau fraîche dynamisée et une onde de télétransportation. Tu partiras demain matin à l'aube. Que la conscience suprême t'accompagne dans cette aventure. Au même moment, Petit Pouvoir, qui était au bord de la cascade, en train de chevaucher une pierre, perdit de l'équilibre et chuta de tout son long dans la rivière. En se relevant, il constata qu'il avait encore grandi de quelques pouces. Le changement de son centre d'inertie lui fit perdre l'équilibre. Une nouvelle fois, quelqu'un lui avait permis une nouvelle expansion. Tout ceci l'amusait grandement. Il considérait comme une fierté de pouvoir changer ou influencer la pensée des gens. C'était une faculté très convoitée. Il serait bientôt récompensé, il grandissait à vue d'œil. Le commerçant eut beaucoup de mal à se concentrer sur ses affaires ce jour-là. Il se sentait parasité par des pensées et des émotions diverses, et pour la première fois de sa vie, le doute l'accablait autant que sa curiosité. Sa femme s'était montrée compréhensive et ne voulait absolument pas l'encombrer de la moindre culpabilité. C'était son choix et elle le respecterait. Agir autrement aurait laissé un goût amer dans cette relation amoureuse fondée sur la solidarité et la communication. Il n'en était pas question. Ce soir-là, le conseil des rêves se concerta une dernière fois avant de prendre repos pour la nuit. Le lendemain matin, lorsque le commerçant se présenta à la porte du royaume pour récupérer ses biens, un homme vêtu de blanc se posta devant lui. « Le Conseil des rêves et moi-même te souhaitons une belle et lumineuse expérience. Nous t'offrons dans ce coffret de voyage une connexion à ta conscience suprême et une onde de téléportation, et tout ce qu'il te faudra pour te sustenter une semaine environ. Tes guides spirituels t'accompagnent. Ton voyage sera long et le royaume merveilleux sera fermé pendant 90 jours à compter de ce soir. Il n'y aura donc pas de retour possible pour toi avant 3 longs mois. C'est d'ailleurs le temps dont tu auras besoin pour parvenir dans le nouveau monde. » Le commerçant prit le coffret doré, le mit dans sa poche, remercia l'homme en blanc et disparut sous le porche de la magnifique porte voûtée du royaume. Chapitre 3. Tout était calme au pays merveilleux de Templeton. La vie avait repris son cours et l'autarcie provisoire était l'occasion de festoyer allègrement autour de frugaux repas. La musique et la danse coulaient à flots.
Les rires des enfants se mélangeaient à ceux des anciens. Ces générations, adeptes du temps présent, étaient une vraie inspiration pour les vaillants adultes, parfois un peu trop affairés à leur besogne. Tout ceci était harmonieusement orchestré par le Grand Conseil des rêves. Une petite fille se présenta au conseil. Une jolie petite blondinette aux cheveux bouclés, au regard bleu malicieux, à peine plus haute que 3 pommes, qui se mit à hurler avec sa voix zozotante. « Bonjour, conseil. Je suis Elna et j'ai un rêve. Ouh, conseil, t'es là ou t'es pas là ?» Le conseil, tout attendri, répondit à la fillette. « Eh bien, Elmna, nous sommes vraiment honorés de ta présence. Assieds-toi dans ce fauteuil, nous t'écoutons. » Merci. Voilà, je suis là parce que je veux voler. Tu veux voler ? Oui, je veux voler comme un avion, un oiseau, une chaussure. C'est mon rêve, quoi. Je veux voler. Et en quoi ton rêve peut intéresser notre communauté, jeune Elmna ? Je sais pas, moi. Je sais qu'une enfant heureuse, c'est des fréquences plus grandes pour le royaume. Alors, c'est super bien. Et moi, je veux des fréquences hautes pour tout le monde. Depuis que je suis toute petite, je veux voler. Comme ça, j'aiderai encore plus de gens. Il y a tellement de façons de voler. De quelle manière souhaites-tu voler ? Je veux voler avec des ballons blancs et roses. Et pourquoi veux-tu voler, Elmna ? Je veux aller soigner les étoiles. Le conseil des rêves resta stupéfait. Tu veux soigner les étoiles ? Oui, tout le monde les regarde et les aime, les étoiles. Mais personne s'en occupe quand elles sont tristes ou malades. Ben moi, je veux voler pour m'occuper des étoiles. Très bien, Elmna. Nous avons entendu ton souhait. Excuse-nous quelques minutes, nous revenons vers toi dans un moment. Le conseil était sous le charme. Évidemment, faire plaisir à Elmna était tentant, mais c'était aussi la porte ouverte à tous les souhaits de chaque enfant du pays merveilleux. Cela deviendrait matériellement impossible à gérer. Mais la mission et la volonté de cet enfant avaient touché le cœur du Grand Conseil, qui ne tarda pas à rendre son verdict. Elmna, le Grand Conseil des rêves a pris sa décision. Nous répondons favorablement à ta demande. Tu vas pouvoir vivre ton rêve. Il sera conçu en réalité virtuelle assistée car tu es bien trop jeune pour supporter un voyage physique. En contrepartie, nous aimerions que tu nous expliques ta fascination pour les étoiles et que tu racontes tout ceci à la communauté à la prochaine nouvelle lune. Es-tu d'accord ? Oh oui, grand conseil, je suis trop contente. Je peux en parler des heures. Je connais toutes les étoiles qui vivent au-dessus du royaume. Je sais de quoi elles ont besoin, de quoi elles ont envie. J'adore ça. J'en parle tout le temps. Oh, merci, merci beaucoup. Elmna partit en courant avec l'enthousiasme débordant, voire même renversant qui la caractérisait. Le Grand Conseil transmit au service de confection de réalité virtuelle une copie de la demande et reçut en retour « Possible ». Délai de réalisation, 1 semaine. Le Grand Conseil offrait à la petite Elmna un voyage inédit vers les étoiles. C'était aussi ça le pays merveilleux de Templeton. Une enfant, un rêve, des idées, de la magie et des gens fantastiques pour concrétiser tout cela. Un formidable travail d'équipe où chacun trouvait sa place. L'expérience était la base de tout. Elmna deviendrait peut-être astronaute ou astrologue ou chercheuse de météorites ou peut-être encore 1001 métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. Tout était possible, envisageable, ouvert, rien de préétabli ou de figé. C'était l'essence même de la vie, le mouvement perpétuel qui ne revient jamais en arrière. Chapitre 4. 10 jours plus tard, le commerçant dont la barbe avait joyeusement poussé marchait toujours d'un pas décidé vers l'autre monde. La marche lui vidait la tête. Il était heureux d'avoir pris cette décision. Jusqu'ici, dormir à la belle étoile, manger son stock frugal,
Changer d'air l'avait largement contenté, et tout se passait bien. Aucune frayeur, aucune envie de rebrousser chemin. Il découvrait des contrées fabuleuses, d'autres dévastées par on ne sait quel cataclysme. Tout était mystérieux, et sa curiosité n'avait aucune limite. Il dessinait sur son calepin, prenait des notes, écoutait le chant des oiseaux, ne quittait pas de vue la danse des nuages. Tout n'était que symphonie et nouveauté. La peur, les appréhensions s'évaporaient. Et commençait à constater à quel point il était finalement facile de plonger dans la vie. Il aperçut au loin une petite taverne. Il avait bien envie de faire le plein de nourriture et d'eau dynamisée avant de poursuivre son périple et décida de s'y arrêter. « Bien le bonjour !» dit le commerçant. « Bonjour, étranger. Que désires-tu » ? « Quelques aliments et de l'eau afin de me régénérer avant de poursuivre ma route. »« Tu trouveras tout ce dont tu as besoin dans cette pièce, là-bas, » dit le patron du tripot en lançant sa tête vers la gauche. « Bien le merci, et belle homéostasie à vous. » Le patron lança un regard dépité, ne comprit rien à ce qu'il considéra comme un charabia, et reprit sa discussion au comptoir. Le commerçant entra dans la salle de ravitaillement et s'arrêta d'un coup net, perplexe. Saucisson, fromage, vin, bière, pain au levain, beurre. Devant lui s'érigeait la caverne d'Ali Baba. En une pièce était concentrée l'intégralité des mets disparus du royaume de Templeton. Les cours de prévention en hygiène vitale dispensés par le royaume étaient une chose, mais là, face à cette nouvelle réalité, le commerçant restait quoi ? Quelques noix et fruits trônaient au fond du magasin. Mais l'envie de goûter l'interdit, le plaisir de la transgression ne tarda pas à se faire sentir et bientôt le commerçant prit un peu de chaque catégorie d'aliments. Il avait le sourire aux lèvres, l'attitude espiègle de celui qui se sent libre et exalté. Il prit un peu de vin, du fromage, un peu de charcuterie, du pain, quelques fruits et graines et de l'eau douce. Quand il arriva, l'employé vint à sa rencontre et lui demanda 2 billets. Il s'exécuta et trouva tout ceci simplement fabuleux. Il lui restait bien assez de papier pour sa montre. Il partit en saluant l'assistance à sa façon et en quête d'un endroit où dormir. Derrière la taverne, il trouva une écurie, un peu de foin. Le commerçant trouva l'aubaine trop belle. Il passerait la nuit là. Le ciel était dégagé, l'expérience continuait sous les meilleurs auspices. Accoudé au bar, le patron vociférait. Ils sont complètement allumés, ceux-là. Hein. T'as vu comme ils parlent ? On comprend rien. Ça se la pète comme pas deux. Je les aime pas trop. Hein. En plus, d'habitude, ils payent jamais. C'est bizarre, lui, il a payé. Et vous voyez beaucoup d'étrangers par ici ? Bon, t'es non, ça court pas les rues par ici. Ça arrive peut-être 2 fois l'an. Ces allumés, je sais pas leur parler. Je comprends rien. Toujours l'impression qu'ils te prennent pour un con avec leurs conseils en carton. Moi aussi, je viens de loin et pourtant on s'entend bien. Ouais, mais toi, je te comprends, mon gars. Tu viens pas de là-bas. On sent bien que t'as l'eau chaude. T'as le sens des affaires. Bon alors, vas-y, finis d'expliquer. C'est quoi ton histoire de retraite, là ? D'où je viens, quand tu as travaillé toute ta vie, tu peux demander ta retraite, c'est-à-dire une somme d'argent que tu vas pouvoir utiliser jusqu'à la fin de ta vie sans plus avoir à travailler. Putain, c'est comme gagner à la loterie. Oui, si tu veux, l'ami. Sauf que, puisque tu as travaillé toute ta vie, tu as le droit de participer. Et plus tu as de responsabilités et de pouvoir, et plus tu gagnes de l'argent. C'est comme ça. Il y en a même qui ont travaillé 5 ans et qui ont la retraite à vie. Monique, serre les clients avant qu'ils soient secs comme des crapauds. T'es un bon gars, toi. Ça m'intéresse, hein. Mais faut quoi pour avoir ça ? Je commence à être fatiguée. Si tu m'offres le gîte et le couvert, je t'explique tout ça demain avant mon départ. D'accord ? Vendu. Monique ! Accompagne... C'est quoi ton nom déjà ? Petit pouvoir. T'es sérieux ? C'est un drôle de nom, ça ? Ok. Accompagne mon nouveau petit pote à la 11, s'il te plaît. Oui, j'arrive, patron. Un instant, s'il vous plaît. Ouais, allez, tu te reposeras à la retraite, lança-t-il d'un air complice en simulant un clin d'œil à son compère du jour.
Petit Pouvoir descendit de son siège et trébucha sur le sol. « Bah alors, tu tiens pas sur ton guibole, mon petit pote ?»« Ce n'est rien. Bonne nuit, l'ami. À demain. » Tandis que le commerçant était installé sur une botte de foin, dans un coin de l'étable avec vue imprenable sur la vallée, Petit Pouvoir, lui, entrait dans un bain chaud et moussant, en savourant sa nouvelle victoire avant de rejoindre un bon lit douillet. Vue sur la vallée, les étoiles, et surtout par chance, la pleine lune qui éclairait son repas du soir. Cet instant était sacré. Il prit un morceau de fromage et quelques fruits frais, un petit verre de vin rouge, et savoura ces nouvelles saveurs avec délectation d'un fin gourmet. Le sel piquait sa bouche, le goût était à la fois doux et surprenant. C'était délicieux, savoureux, c'était concentré, c'était presque trop. Il décida d'économiser son stock au maximum et surtout de rester à l'écoute de son corps qui allait supporter cette alimentation d'un autre temps. La dernière gorgée de vin dégustée, il s'allongea en regardant les étoiles, un sourire au coin des lèvres. Il se sentait véritablement en vie, peut-être pour la première fois de sa vie, et ça, il avait beaucoup de mal à se l'expliquer. Il s'endormit en quelques secondes à peine. Chapitre 5. C'est aujourd'hui, je pars dans les étoiles, youpi! Pendant ce temps-là, au pays merveilleux de Templeton, Elmna sauta du lit, plongea dans les habits installés la veille sur son petit fauteuil en tissu doré, enfila ses baskets à paillettes et fonça comme un boulet de canon dans la chambre de ses parents. « Papa, maman, on y va, on y va !»« Il est quelle heure ? Oh !» répondit la maman en bâillant. C'est aujourd'hui, youpi! » Mais enfin, Elmna, il est à peine 7 heures et nous avons rendez-vous à 10 heures. Tu as tout le temps, ma chérie. Viens, nous allons dans la salle de méditation faire les exercices corporels du matin, ensuite petit jus vert pour les nutriments et nous nous rendrons au Gloret. L'ancienne place du royaume de Templeton pouvait attendre. La fillette s'exécutait sans sourciller. « Oui, je sais, maman, une chose à la fois, le présent, c'est tout le temps, c'est maintenant. » La maman esquissa un large sourire, charmée par l'enthousiasme débordant de sa fille. Elle se félicitait chaque jour qu'une enfant aussi drôle lui choisit comme maman. À Templeton, on apprend dès le plus jeune âge que ce sont les enfants qui choisissent leurs parents et même leur propre prénom. Chaque enfant vient vivre une expérience terrestre avec pour éveilleur de conscience une figure maternelle et une figure paternelle. Ainsi, même si les relations entre parents et enfants peuvent parfois être houleuses, le Grand Conseil des rêves invite l'enfant comme le parent à comprendre ce que les uns enseignent aux autres à travers cette expérience. La maman d'Elmna comprit très vite que cet enfant lui apportait un miroir existentiel et un hymne à la vie. En regardant Elmna grandir à ses côtés, elle donnait son amour de mère et recevait en retour une leçon magistrale de vie. Grâce à sa fille, elle devenait quelqu'un d'autre. Elle avait appris à regarder la vie autrement, à accepter ses imperfections, à apprendre, à même s'en amuser. Elle avait acquis non seulement le sens des responsabilités, mais le goût de la légèreté et du plaisir de vivre intensément et dans la complétude. Elle, qui avait passé bien des années à méditer sur ses furoncles. Elle, qui avait passé son temps à regarder la médiocrité de sa vie. Ses blessures, ses cicatrices béantes qui ne guérissaient jamais. Ce petit être, haut comme 3 pommes, lui montrait la voie. C'était un petit miroir, une part d'elle-même qu'elle avait oubliée. Non seulement Elmna vivait sa vie, mais elle était la vie. Elle n'avait pas encore subi l'éveil des blessures de l'âme, ni attrapé la maladie de la peur, celle des adultes. Elmna, non. Elle n'avait pas peur d'être, de vivre, de demander, de poser des questions. Elle avait cette soif de découverte,
Tout n'était qu'émerveillement et élan spontané. Elle souriait à la vie et la vie le lui rendait au centuple. Tout le monde l'adorait. Elle était une conscience pure incarnée dans le corps d'une fillette libre. Tellement libre que passer un moment à ses côtés était vertigineux pour certains adultes qui n'avaient pas eu la chance de naître au pays merveilleux. Des enfants comme Elna ? Il y en avait des milliers à Templeton, avec chacun ses talents particuliers et une vision du monde singulière. L'environnement proposé à ces enfants était tellement qualitatif qu'à l'âge de transition de vie, ce que l'on appelle adolescence, on proposait à chaque enfant une exploration vers d'autres univers afin de leur faire découvrir d'autres réalités, une sorte de quête initiatique. Ainsi, une fois devenus adultes, ils choisiraient en conscience de vivre au pays magique ou dans un autre, et quel genre de vie était en adéquation avec leur mission d'âme. Il y avait même une classe qui s'intitulait « Créativité et sens de la vie », où les habitants, tout âge confondu, étudiaient tous les modes de vie possibles et imaginables. Des plus marginaux, atypiques, aux plus conventionnels, ouvrant encore une fois le champ des possibles à cette humanité qui ne pouvait dogmatiquement se restreindre en une seule et même voie. C'est l'un des sages du Grand Conseil qui avait instauré cette classe, une femme. Elle avait révélé à quel point nous façonnons les murs de notre réalité avec les briques qui entrent dans notre champ de conscience. Elle s'était donnée comme mission de revisiter le rôle de l'humain au sein du cosmos. Sa première conférence portait sur les dangers efficients des contes pour enfants. Elle était persuadée que l'origine du problème venait de ces petits ouvrages inoffensifs et insignifiants. Plus jamais un homme de ce pays ne se contentera d'une vie traditionnelle s'il n'est pas fait pour cela. D'où je viens, la souffrance des hommes est telle que pour gérer leurs frustrations, leurs désillusions, ils se font la guerre, ils jalousent leurs voisins, ils s'ennuient et passent à côté de l'essence même de leur vie. Ils subissent chaque instant comme un fardeau, une fatalité lourde, en attendant la délivrance. Pour supporter cet état, cette vie de misère, ils s'adonnent à des plaisirs addictifs et éphémères afin d'anesthésier une souffrance psychologique avérée et dévastatrice. Tout ceci commence avec les briques que l'on accepte de faire entrer dans son monde dès la plus tendre enfance. Attention aux contes pour enfants. Tous ces schémas vendus sous couvert d'idéal de vie ne sont que romances glucosées. Ce sont des publicités mensongères. Oui, tu peux choisir cette vie-là. Tu peux aussi décider de vivre tout autrement. Chaque choix devra se faire en conscience. Il y aura toujours une phase A, comme agréable, et une phase B, comme besogneuse. Croyez-moi, mes cocos. En arrivant sur cette planète, tu as une forme. Et c'est à toi d'essayer différentes façons de vivre ta vie jusqu'à ce que tu tombes sur celle où tout est fluide et facile à assumer. Même les désagréments, même la phase B sera une évidence pour toi. Tu peux changer en cours de vie. Tu peux te réinventer et vivre tellement d'expériences. La vie est mouvement, ne renonce jamais. La fluidité est ton essence et tout ce qui crée stagnation et immobilisme doit être observé. Il y a encore des personnes perdues, déconnectées de leur essence qui divaguent en ce monde. Elles n'osent franchir, abattre, casser le mur de briques qui les empêche d'avancer. Non, mes amis, ne renoncez jamais. Il y a d'autres possibles. Nous ne sommes pas obligés de vivre dans une prison. Vous pouvez faire éclater tout cela. Il suffit de faire entrer la lumière, de casser quelques briques. La conscience sera éblouissante pour celui qui cherchera. Vous avez la capacité de faire fondre le carcan qui vous enferme dans une réalité fade, étriquée. Soyez un aventurier, partez sillonner le monde, soyez un chercheur. Faites des enfants ou pas, il n'y a pas d'obligation. Tout le monde n'est pas fait pour enfanter. Un modèle de vie peut être incroyablement épanouissant pour certains, un sacerdoce pour d'autres.
Ne vivez plus avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, celle de la bienséance, de la bien-pensance, de la conformité, de la loyauté, un pseudo-idéal de vie qui n'est construit que sur une publicité mensongère. La vie est simplicité et fluidité. Dès que cela devient complexe et lourd, fuyez, changez, bougez. Quand elle arriva à Templeton, son discours était tellement avant-gardiste que le conseil décida de lui donner immédiatement un siège au conseil. Elle était tellement animée, vibrante. Cette femme avait dû souffrir et parcourir maintes et maintes expériences pour devenir la femme complète et accomplie qu'elle était aujourd'hui. Une femme libre, sauvage, apaisée, sans attachement d'aucune sorte. Son parcours de vie si chaotique était une source d'enseignement extrêmement riche. C'était un mentor choyé par sa communauté tant elle avait su transformer son plomb en or. Elle avait gardé de son éducation le verbe haut et cash des gens qui se concentrent sur l'essentiel et n'ont pas de temps à perdre en baratin. Son regard, aiguisé, était à la fois prisé et redouté par certains égos qui se complaisaient dans une attitude de victime et de plainte perpétuelle. Personne ne pouvait se soumettre ni à son analyse chirurgicale, ni à son incroyable intuition. Elle consacrait sa vie à sauver les autres de la prison la plus hermétique et avilissante qui soit, celle de l'esprit et du mental. Chapitre 6. Le commerçant venait juste de se réveiller. Le jour s'était levé depuis longtemps. Un vrai sommeil de plomb. Il n'en revenait pas. Lui qui chaque matin, depuis des lustres, se levait naturellement avec le soleil. Il reprit ses affaires, regarda autour de lui. Il se remit en chemin, ni vu ni connu. Au loin, il aperçut une silhouette qui lui sembla reconnaître. Petit Pouvoir, lui aussi, avait repris la marche. Il avait au passage distillé par-ci et là quelques conseils dévastateurs donnant autorité au patron au détriment de son personnel. Lui ne voyait rien de mal, bien au contraire, il était né avec cette vision des choses. Tu prends des décisions, tu as des responsabilités, tu es donc supérieur aux exécutants. Il avait trouvé de l'attention auprès de ce patron qui lui valut quelques pouces supplémentaires et il commençait à sérieusement se sentir à l'étroit dans ses vêtements. Il était grand temps de rentrer. Le commerçant arriva jusqu'à lui avec la ferme intention de ne pas lui adresser la parole. Il avait compris le message lors de son entretien avec le Grand Conseil des Rêves et ne souhaitait plus se sentir manipulé. « Salut l'ami !»« Bonjour étranger », répondit poliment le commerçant. « On se connaît, non ?»« Oui, en effet. Excusez-moi, mais je suis assez pressé et très sincèrement, j'ai pas très envie de faire la conversation. »« Oui, je comprends. C'est bien aussi de marcher en silence. J'aime bien moi aussi, c'est reposant. Et où te rends-tu ainsi ? Je vais visiter le Nouveau Monde. Ah, super. Moi aussi, je rentre chez moi. À la hâte, qui plus est. Mon père m'attend avec mes nouvelles attributions. Je suis désormais assez grand et puissant pour les assumer. Je suis le fils du monarque absolu grand pouvoir et je vais gérer l'argent de mon peuple. L'argent, comme celui que tu m'as donné. Ah oui, on peut dire ça comme ça, répondit Petit Pouvoir, amusé par la naïveté du commerçant. Et toi ? Tu marches vraiment vite ? Pourquoi t'intéresses-tu au Nouveau Monde ? J'ai toujours rêvé d'une montre et c'est ce que je veux m'offrir avec les billets que tu m'as échangés. Et tu fais tout ce chemin pour une Casio d'occasion, l'ami ? Une Casio ? Oui, c'est une montre bon marché, parce que chez moi, avec ce que tu vas pas te payer une pataque, mon ami. Le commerçant, vexé, crispa son visage et accéléra le pas. Ne te vexe pas, l'ami, je plaisante. Tu veux quoi comme montre ? Vas-y, explique-moi. Le commerçant n'avait pas envie de répondre, mais la route était longue, et puis, finalement, c'était aussi grâce à lui qu'il avait l'opportunité de vivre cette expérience. Je souhaite acheter une montre comme celle de mon oncle.
Elle est cassée, mais j'aimerais retrouver la même. » Le commerçant sortit une photo de sa poche. « Oula! Je veux pas te décourager, l'ami, mais c'est bien ce que je pensais. Ce n'est pas avec l'argent que tu as que tu vas pouvoir acheter ce modèle. Ce que tu as dans ta poche est l'une des montres les plus chères du Nouveau Monde. » Le commerçant en perdit son élan. Il se reprit et avec discernement poursuivit. « Peu importe, peu importe. Je vais vivre jusqu'au bout l'expérience parce que le chemin est important. Voilà ce qui compte, le chemin. Si tu veux, je peux t'aider facilement à avoir encore plus d'argent. Comme ça, tu auras une chance de pouvoir obtenir ce bijou. Pour cela, tu peux me faire confiance. On va juste passer au casino avant et avec un peu de chance... Casino, Casio, sont bizarres les noms chez toi étrangers. » Ok, comme tu l'entends, l'ami. Si tu as besoin de moi, fais-moi demander. Je serai au Palais Violette sur la place principale. Ça se trouve facilement, n'hésite pas. Mon royaume n'est pas toujours très adapté aux gens bons comme toi. Sur ce, il partit d'un pas décidé, laissant le commerçant dans un cogitum déferlant. Bonjour le choc culturel. Le pauvre gars ne tiendra pas une heure dans le Nouveau Monde. Il le trouvait malgré tout courageux d'oser poursuivre son chemin et de se confronter à son royaume. Lui n'avait plus de temps à perdre. Il se sentait à l'étroit dans sa tenue. Toute la famille l'attendait. Banquets, dorures, jets privés, boissons. Le luxe et le pouvoir n'étaient plus qu'à quelques heures. Il allait enfin retrouver les siens et son très confortable chez lui. Le commerçant, englué dans ses pensées, trébucha sur une pierre et s'affala de tout son long. « Aïe, manquait plus que ça !» Il s'arrêta net, examinant la déchirure de son pantalon, tout en se surprenant à pester à haute voix. Le commerçant était un homme habituellement modéré, ouvert à la réflexion constructive. Un discernement dont il était particulièrement fier et qui était en parfaite adéquation avec les principes de communication non violente instaurés à Templeton. Mais aujourd'hui, visiblement, le bouillonnement psychique et émotionnel prenait l'ascendant sur ce flegme légendaire. Le pétage de plomb qui l'exécrait n'était pas loin. Il sentait la raison lui échapper. Il se mit à vociférer, ne parvenant plus à contrôler l'animosité en lui. Non, je ne vais pas encore me laisser avoir. Personne n'est la tour de contrôle de personne. Personne ne peut m'agacer sans mon consentement. Personne ne peut faire vivre d'émotions sans mon consentement. Personne ne peut me faire du bien ou du mal sans mon consentement. Il répétait tout cela en boucle comme un mantra. Mais pourquoi ce guignol prétentieux, orgueilleux, suffisant me chahute autant? C'est invraisemblable tout de même. Un jambon. Mais traite-moi d'imbécile heureux, de débile profond tant qu'à faire. Tu sais ce que j'en fais, moi, de ton jambon, monsieur le monarque? Monsieur le monarque, qui grandit quand on le caresse dans le sens du poil. Moi, j'appelle pas ça de la maturité, mais de la vantardise de bas astral. Ces mots dépassaient ses pensées. Il ne parvenait plus à se contrôler. Le commerçant se reprit, les mains moites, le cœur battant. Mais qu'est-ce que je dis? Oh là là, mais ciel, ma raison vacille, je ne contrôle plus rien. Pris de panique, il sortit précipitamment de la boîte dorée offerte par le Grand Conseil des Rêves une méditation d'alignement. Il s'installa confortablement et, d'un coup d'un seul, le temps n'était plus. Tout ce bavardage s'arrêta. Il redevint conscience pure. Chapitre 7. Elmna était prête. Le masque de réalité virtuelle en place sur ses jolis yeux bleus, le voyage vers les étoiles allait bientôt commencer. Le conseil veillait à la bonne marche de l'événement. Ses parents étaient là, ainsi que bon nombre de personnes du royaume qui n'auraient manqué pour rien au monde la réalisation du rêve de la petite Elmna. Ça y est, la petite fille tournoyait, criait, hurlait.
Elle avait décollé du sol grâce à une multitude de ballons roses et blancs et s'envolait vers les étoiles. Elle faisait signe à sa famille et à ses amis. Sur son dos, un petit sac qui contenait l'essentiel de son matériel d'exploratrice et de docteur stellaire. La chanson, composée sur mesure pour son périple, était entraînante et l'amusait grandement. Elle chantait à tue-tête tandis qu'elle rejoignait ses copines les étoiles. Le service de réalité virtuelle savait qu'un souvenir, c'était bien, mais qu'un souvenir lié à une forte émotion marquait à jamais le corps et l'esprit. Le professeur Piflet, directeur du service, était un petit génie. Il offrait un résultat sur mesure et des sensations pour le moins vertigineuses. Sa créativité n'avait d'égal que sa passion pour les neurosciences. Il s'empressait de composer une chanson sur mesure afin de créer un véritable ancrage émotionnel. Tout était parfait. Le voyage était long et Elmna savourait son vol. Elle prenait des photos, n'en revenait pas de la beauté du monde. Tout était tellement intense. Elle arriva bientôt à côté de la plus grosse des étoiles surplombant le pays merveilleux nommé Eolia. Eolia était une étoile particulièrement observée à Templeton, car elle brillait intensément chaque jour. « Bonjour, Elna, je t'attendais. »« Bonjour, Eolia, mais que t'es belle !»« Merci, Elna. »« Je voudrais savoir comment tu vas ?»« Moi, je sais, parfois on brille et parfois on brille de loin, mais de près, on va pas toujours très bien. Alors, je viens vérifier que ça va pour toi. Parce que les gens, ils voient que ce qu'ils veulent voir. Mais moi, je sais que c'est pas tous les jours facile de briller. » Je suis tellement émue d'une telle attention, mon enfant. Je suis née étoile. Mon rôle est de briller à hauteur de mes capacités et d'offrir ma lumière en espérant la voir se refléter dans les yeux du monde. Je suis parfois triste, car les hommes ne lèvent plus aussi souvent la tête pour admirer le ciel et cherchent la lumière factice des objets fabriqués. Moi, chaque jour, je fais de mon mieux pour offrir avec élan de cœur qui je suis. Je comprends, tu brilles, qu'on te voit ou pas. Tu donnes de l'amour à nous et parfois, nous, on oublie que t'es là, que t'es si belle. Ça me rend triste pour toi. Non, ne sois pas triste, c'est ma nature, je suis là pour ça. Je brille de mille feux, c'est vrai, et je sais aussi que je dois supporter l'ignorance et l'indifférence, malgré ma bonne volonté de contribuer chaque jour. Oui, t'es comme le lilas. Oui, tu as raison, Elna. Le lilas, tu l'aimes, d'autres s'en fichent. Tu passes à côté d'une branche au printemps, tu ne peux pas t'empêcher d'humer son parfum doux et sucré quand d'autres vont le détester ou en faire du parfum pour les latrines. La plupart des gens aujourd'hui ne regardent même plus le lilas. Pourtant, lui n'attend rien. Son rôle est de pousser, de vivre, de donner le meilleur, puis de disparaître en attendant le prochain printemps où il pourra contribuer à nouveau. Et jamais tu ne l'entends protester. « Oh mince alors, j'ai loupé mon printemps cette année. Personne ne m'a regardé. Je ne sais pas si je vais revenir. » La nature nous apprend tellement, Almna. Je suis d'accord. Alors du coup, t'es heureuse d'être une étoile ? Oh oui, c'est passionnant. J'aime ma nature. Et c'est la première fois que je me vois briller dans les yeux d'un humain d'aussi près, Almna. Tu me redonnes foi en l'humanité. Il m'arrive d'avoir la tête ailleurs, d'imaginer d'autres possibles quelquefois. Du coup, tu me vois peut-être moins éclatante, mais crois-moi, je suis toujours là, fidèle au poste. Oui, c'est ta joie qui se repose. Tu as le droit de rêvasser quand même. Hein. Je t'aime beaucoup, Eolia. Même si je suis loin de toi, moi, je te regarde chaque soir. Je t'oublie pas. Je sais que tu es là pour moi et que tu brilles pour que jamais t'oublies d'où je viens. Tu as tout compris, ma chérie. Je peux écouter ton cœur ? La petite fille sortit son stéthoscope et s'approcha d'Eolia d'une façon solennelle. Vas-y, respire.
Souffle. Respire. J'en étais sûre. T'as une méga patate. Enfin, je veux dire, tout me paraît très bien, Madame l'Étoile. Je peux te laisser maintenant, je suis rassurée. Tiens, Elna, voici quelque chose qui te sera précieux. Eolia lui donna un petit sac en tissu multicolore fermé par un joli ruban mauve. C'est quoi? C'est de la poussière d'étoiles. Si un jour tu te sens triste, que tu ne sais plus où est ton chemin, connecte-toi à moi et lance quelques poussières d'étoiles autour de toi. Quelques secrets de vie te seront alors révélés. En grandissant, la vie parfois se complique et tu auras besoin de te souvenir à quel point la vie est magique et te rappeler que toi aussi, tu es une étoile, tout aussi brillante que moi. Telle est ton essence. Merci, merci mon étoile. Je t'aime de tout mon cœur. Je te regarderai tous les soirs de ma vie pour ne jamais oublier qui tu es et d'où je viens. C'est promis. Dans mon monde à moi, il y a plusieurs décors. Des rois, des princesses, des îles au trésor. Des Indiens perdus, des rubans qui dansent, des couleurs qui jouent à sauter partout. Dans mon monde à moi, les petits doigts me parlent, les idées s'agitent, l'encre bleue s'emballe. La misère s'envole, je viens loin du sol, arrosée de musique, loin des statistiques. Je suis une passionnée, passionnée des couleurs, les pinceaux c'est ma vie que je dessine dans mon cœur. Je suis une passionnée, passionnée de romance, je colore mon chemin d'un millier d'étoiles qui dansent. Je suis une passionnée, passionnée des couleurs, les pinceaux c'est ma vie que je dessine dans mon cœur. Je suis une passionnée, passionnée de romance, je colore mon chemin d'un millier d'étoiles qui dansent. Ma vie est faite de dessins d'arc-en-ciel, de monts et merveilles, de tours de piste et d'élastiques, de cols, de paillettes, de gommettes. Ne cherchez pas à me coincer dans vos pupitres délabrés, car je n'y rentrerai jamais. Je suis trop libre, bien trop sensible, trop enjouée pour me permettre d'être casée. Je suis une passionnée, passionnée des couleurs, les pinceaux c'est ma vie que je dessine dans mon cœur. Je suis une passionnée, passionnée de romance, je colore mon chemin d'un millier d'étoiles qui dansent. Je suis une passionnée, passionnée des couleurs, les pinceaux c'est ma vie que je dessine dans mon cœur. Je suis une passionnée, passionnée de romance, je colore mon chemin d'un millier d'étoiles qui dansent. Ça bouillonne fort là dans mon corps d'animaux dingos, rigolos, de grands atos faibles ridicules, d'épouvantails d'adés qui bullent. Y'a des rois pauvres et déprimés qui vont s'étater, s'habiller. Moi je vois tout et son contraire, je peux créer toute la journée sans me fatiguer. Ça me fait pas peur de rêvasser. Je suis une passionnée, passionnée des couleurs, les pinceaux c'est ma vie que je dessine dans mon cœur. Je suis une passionnée, passionnée de romance, je colore mon chemin d'un millier d'étoiles qui dansent. Je suis une passionnée, passionnée des couleurs, les pinceaux c'est ma vie que je dessine dans mon cœur. Je suis une passionnée, passionnée de romance, je colore mon chemin d'un millier d'étoiles qui dansent. Passionnée des couleurs, ma vie que je dessine dans mon cœur. Passionnée de romance, je colore mon chemin d'un millier d'étoiles qui dansent. Je suis une passionnée. Soyons tous des passionnés. Chapitre 8.
Petit Pouvoir arriva chez lui et frappa d'une main ferme à la porte. Son père ouvrit. « Mais qui êtes-vous » répondit Grand Pouvoir d'un air étonné. « C'est moi, papa. »« C'est impossible. » Il fixa son regard et d'un coup son visage s'illumina. « Bon sang de bonsoir, c'est bien toi. C'est toi, mon gaillard, j'en reviens pas. » Il le prit dans ses bras avant de lui donner une bonne tape sur l'épaule. « Viens donc, nous allons nous faire préparer un festin de roi et tu vas me raconter tout ça, mon fils. » Au même moment, le commerçant s'était arrêté pour contempler le nouveau monde qu'il apercevait à l'horizon. La méditation avait calmé son esprit. Il lui restait encore 1 ou 2 heures de marche. Il trouva finalement plus sage de profiter de cette soirée pour se détendre. Avant de dormir, il souhaita interroger ses guides. Il sentait en lui monter un besoin de validation et de sécurité dont il ne parvenait pas à se détacher. Cette aventure chahutait un brin son équilibre psychologique et émotionnel. Quelques conseils seraient probablement bénéfiques. Il sortit de son coffret doré une demande d'audience à ses guides. « Cher guide, je suis arrivé à destination, je suis un peu embrouillé par la situation. Que dois-je faire ?» Les guides du commerçant parlaient toujours avec une infinie douceur et une pointe d'humour qui tantôt l'amusait, tantôt l'agaçait prodigieusement. « Seul celui qui expérimente avance sur son chemin. »« Donc ça veut dire que je dois y aller. »« Il n'y a que toi qui peux décider. Choisir pour toi serait te faire offense. »« Oui, d'accord, mais ça m'économiserait du temps. »« Le temps n'existe pas. »« Ah oui, c'est vrai. Et si j'échoue et que je n'ai pas ce que je désire ? Un désir reste un désir, sa réalisation est éphémère et son plaisir tout autant. Sais-tu seulement ce que tu cherches vraiment ? Non. Non, je sais plus. Alors avance dans ton présent et laisse se dérouler sous tes pas, et tu auras toujours toutes les réponses. La peur, les émotions, me tenaillent le ventre. Je comprends pas pourquoi, cela ne me ressemble tellement pas. Écoute ta sensation. Qui est-elle en train de t'apprendre ? C'est la panique. Tout s'embrouille dans ma tête. Je ne trouve plus mes repères. J'ai envie de vomir. Excellent. Tu es en train d'assouplir ton système et de faire une mise à jour dans ta conception de la réalité. Il est normal que cela te bouleverse. Pourquoi je ne peux pas vivre ça avec détachement ? Tu le peux si tu restes à l'état de conscience pure. Mais tu as choisi de t'incarner pour vivre ton humanité. Être humain, c'est accepter l'être émotionnel que tu es et que tu ressens grâce à tes sens. Laisse-toi submerger par ce flot de vie qui t'invite à assouplir ta structure énergétique et mentale, et tout ira pour le mieux. Le commerçant prit une profonde inspiration et laissa ses ressentis s'amplifier, jusqu'à prendre tout l'espace disponible. Il se fondit dans la sensation douloureuse jusqu'à frôler l'évanouissement, en s'abandonnant complètement tant il était prêt à s'élancer dans les abîmes de la souffrance. La douleur, comme par magie, se dissipa. Le mur de son émotion se transforma en un nuage insaisissable, impalpable, irréel. Le commerçant, recouvrant ses esprits, se mit à sourire. Quelle sinécure cette aventure! Apprends à surfer sur tes émotions et la vague ne te brisera jamais. Il faut savoir plonger au bon moment, surfer à d'autres. Tout est une histoire d'équilibre et de mouvement. Suis ton cœur et ta joie et plonge dans la vie comme dans un nuage pour que l'univers soutienne chacun de tes pas. Merci mes guides, répéta le commerçant avec les mains jointes dans une attitude d'infinie reconnaissance. Le soleil se couchait. Il fit particulièrement froid cette nuit-là et le commerçant grelotta. Malgré la boisson chaude qu'il tenait entre ses mains délicatement posée sur son feu de fortune, il avait des frissons. Il sentait que cette expérience lui en apprenait plus sur lui que toutes les années passées dans le cocon sécurisant du pays merveilleux. Partir était finalement l'acte le plus héroïque qu'il ait pu expérimenter. Et l'aventure ne faisait que commencer.
Chapitre 9. Elmna était comme un poisson dans l'eau. Les yeux brillants, le sourire éclatant, le cœur grand ouvert. Elle avait passé plusieurs heures après avoir quitté Eolia à visiter les étoiles. Elle prenait le temps de leur parler, de les connaître, d'écouter leur vie, leur angoisse. Elle n'en revenait pas. C'était fabuleux le monde des étoiles. Elles sont magiques, même si certaines dorment, et ne veulent même plus s'allumer tant elles sont tristes. La fillette arriva devant l'une d'entre elles. « Bonjour. Ouh, bonjour. Comment t'appelles-tu » ? Je m'appelle Zirnia. Bonjour, Zirnia. Pourquoi tu brilles pas ? T'es une étoile pourtant. J'ai plus envie. De toute façon, personne ne me regarde et se soucie de moi. Mais c'est pas grave. Faut briller quand même. Et puis tu sais pas si personne te regarde ou pas. Tu fais quoi de tes nuits du coup ? Je dors. Tu dors ? Mais pourquoi ? Parce que j'ai plus envie de briller. C'est fatigant. Faut tellement de constance, d'effort et de persévérance, et tout ça pour rien, ou si peu. Tous les matins, faut se lever, nettoyer ses antennes, faut garder une vibration très haute, alors que tu vois bien tout ce qui se passe dans l'univers. C'est pas toujours rose. Puis surtout, je saurais jamais autant briller que les autres. Du coup, personne me verra vraiment, alors à quoi bon ? Ben pour toi, pour te faire plaisir à toi. Oh, moi, tu sais, j'ai envie de rien. T'as pas besoin d'avoir envie. T'es né pour ça. Après, ça sera trop tard. Après, tu vas mourir et disparaître sans que personne n'ait eu la chance de te regarder. En attendant, puisque t'es là, pourquoi tu brilles pas, même un petit peu ? Si je brille, je vais être perdue au milieu des autres. Et de toute façon, on regarde seulement les plus brillantes. Même toi, tu as adoré Eolia. Ben oui, moi j'aime ce qui brille parce que ça brille, ça pétille, c'est joli, ça fait de la joie dans le cœur, ça rend heureux, c'est trop beau. Quand ça brille doucement, ça fait comme un feu d'artifice tout doux qui s'éteint jamais. Plus il y a d'étoiles qui brillent, plus le ciel est beau et aucune n'est pareille. Et moi j'aime ça. À quoi bon si on brille moins que les autres ? Ben c'est pas grave, les autres c'est les autres, mais toi t'es toute noire, on te voit à peine. Alors que t'es grande, que t'es toute belle. Regarde ta voisine, il lui manque une branche. Et pourtant elle brille parce qu'elle veut être la plus lumineuse des étoiles à 4 branches. Et toi, c'est quoi ta raison ? T'es belle, alors tu dois te briller, parce que moi, je te vois de ma maison. Et puis, même si personne te voit briller, c'est ta raison d'être, non ? Tu n'es pas une météorite, tu n'es pas une étoile filante. Tu es une étoile pour allumer le ciel et nous montrer d'où on vient. Tu me montres à quel point je suis petite et où est ma route à 5 instants. Tu es parfaite telle que tu es. Parfois, je me perds dans ce ciel immense à chercher ma voie. Je suis assaillie de doutes, de peurs, de questionnements. Briller, toutes les étoiles le font. Ça n'a rien d'exceptionnel vu d'ici. À quoi bon faire ce que tout le monde sait faire, souvent mieux que soi ? Parce que les étoiles sont toutes pareilles et toutes différentes à la fois. Et que briller comme toi, il n'y aura jamais que toi qui sauras le faire. Zirnia, émue par les mots de la fillette, sentit son cœur se libérer et des larmes couleur arc-en-ciel perlèrent doucement sur ses joues. Il y avait longtemps que personne n'avait pris le temps de véritablement la regarder, lui parler, la réconforter. Les étoiles sont des artistes sensibles. Les choyer, les encourager leur offrent le terreau fertile dans lequel elles ont besoin de puiser pour rayonner et se sentir exister. Zirnia se mit donc à se réveiller, et sa lumière devint si belle,
si éclatante qu'Elmna resta fascinée. Wow, c'est incroyable. Merci Elmna, j'avais besoin d'entendre ça. Je me suis posé trop de questions trop longtemps. Je n'avais pas le sentiment que mon rayonnement fût si important. Si je brille, ne serait-ce que pour un petit bout de fillette, haut comme 3 pommes, et que je la rende heureuse, pour un jour, pour une heure, pour un instant. Alors tu as raison, ma vie d'étoile mérite bien d'être vécue pleinement. De toute façon, je sais faire que ça, alors autant le faire du mieux possible. Bravo Virnia, tu es trop belle, je suis très fière d'être ton amie. Compte sur moi si tu as besoin d'une piqûre de rappel. Je sais qu'on est reliés, qu'on n'est jamais très 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 loin. Tu es divine, juste parce que t'es toi. On s'en fout des autres. Et de qui fait quoi pour briller. C'est fait pour toi, alors ne t'arrête jamais plus. Jamais. Merci Elmna. Toi aussi tu es mon étincelle divine. Ta conscience est pure, tes yeux pétillent de joie, ta voix douce est un pansement pour mon âme. Bon retour chez toi, et mille merci. Chapitre 10. Tic-tac, tic-tac. La grande horloge de la place du Nouveau Monde sonna 8 heures, et bientôt une multitude de personnes remplit l'espace public en s'affairant sans même prendre le temps de se regarder. Petit Pouvoir, qui avait passé la soirée avec son père, dormait encore dans une literie soyeuse et parfaitement entretenue par le personnel de maison qui se coupait en 4 pour répondre aux exigences parfois un peu loufoques de la royauté. C'est ainsi qu'en plein hiver, Grand Pouvoir pouvait exiger des fraises ou des pêches juteuses, juste comme ça, pour l'envie, pour le plaisir. Et puis surtout pour valider que quand on a les moyens, on parvient toujours à ses fins. Quelques dizaines de minutes plus tard, tout le monde était réveillé et Petit Pouvoir quitta son lit pour prendre un copieux petit déjeuner. Le soir était le grand soir de son investiture. Il allait désormais rejoindre le conseil d'administration présidé par son père. Une élévation sociale qui lui permettrait d'accéder à bon nombre d'avantages. Toujours plus, et encore mieux. Pendant ce temps, le commerçant avait rangé son couchage et s'apprêtait à s'élancer vers le nouveau monde. La boule au ventre laissait place à l'excitation devant l'expérience énigmatique qui l'attendait. Il frappa à la porte et fut surpris que la porte s'ouvrit sans aucun contrôle d'aucune sorte. Le commerçant se faufila et découvrit alors un royaume plutôt déconcertant. Les gens se croisaient sans se saluer, ils étaient tous emmitouflés, il y avait beaucoup de circulation, partout, beaucoup de bruit, de sirènes, de musique très forte, de néons, de lumière vive. L'air était saturé d'odeurs indéfinissables, pour la plupart nauséabondes. Au loin, il aperçut une grande bâtisse sur laquelle était mentionné « Casino ». Il se souvint de la discussion avec Petit Pouvoir et rejoignit le casino pour tenter de gagner un peu plus de bouts de papier. Il entra, on le salua, il fut invité à la table de l'un des joueurs les plus renommés de blackjack. Il n'y connaissait rien à tous ces jeux, et la chance du débutant lui permit en quelques heures de multiplier sa mise par 200, puis par 400. Il n'en revenait pas, les jetons pleuvaient, tout était facilement accessible. Il découvrait les plaisirs du jeu et en prime, il allait peut-être concrétiser son rêve. Chapitre 11.
Elmna était de retour, encore groggy par le voyage et cette aventure exaltante. La petite fille s'était endormie dans son fauteuil de réalité virtuelle et recouvrait tout juste ses esprits. Le Grand Conseil décida de laisser l'enfant se reposer en rassurant les parents qui étaient dans la pièce voisine. Au bout de quelques minutes, « Ouh, maman, papa, je suis là, je suis rentrée. » « Coucou ma chérie, comment te sens-tu ?» Je suis en pleine forme. C'était extraordinaire. C'était le plus beau voyage de toute ma vie. Les parents se mirent à éclater de rire en rappelant à la fillette qu'elle n'avait que 5 ans. Le Grand Conseil des rêves prit la parole. « Eh bien, chère Elmna, nous sommes vraiment ravis que tu aies pu vivre ton rêve et nous avons hâte que tu nous le racontes. » Oh oui, Grand Conseil, j'ai plein de choses à raconter. D'abord, j'ai vu une porte et au fond, il y avait... Et Elmna se mit à raconter dans les moindres détails le début de sa quête sous le regard attendri de ses parents et du conseil qui n'avaient pas le goût d'interrompre un monologue aussi captivant. « Merci, dit le Grand Conseil. Ton récit est d'une richesse incroyable et nous allons convier tous les enfants du royaume à venir l'écouter. Ils pourront ainsi te poser des questions. » Elmna prenait son rôle très au sérieux. Être docteur pour les étoiles, ce n'était pas rien. Cela demandait de l'écoute, de l'empathie, un savoir-faire particulier. Et du haut de ses 5 ans, Elmna avait déjà toutes ces qualités. Pas besoin de formation en maïeutique. Elle n'avait jamais appris de méthode, ni suivi un cursus psychologique désastre. Elle était juste tellement connectée à sa joie et à son âme que sa vibration permettait un alignement immédiat aux âmes en perdition. Elle savait faire instinctivement car elle savait être. Cette expérience conforta encore sa vocation. Il était déjà tard et le royaume de Templeton s'endormit ce soir-là dans la légèreté. Une brise d'amour et d'espoir soufflait sur le royaume et on entendit dans chaque maisonnée de douces berceuses, lumineuses et tendres, comme des caresses pour l'âme. Chapitre 12. La fête battait son comble quand Petit Pouvoir arriva. Les invités, membres respectables du Nouveau Monde, s'étaient donné rendez-vous. « Mon fils a réussi à sortir du Nouveau Monde. Il est parti à la conquête de lui-même. Il a fait accroître son essence. Il a donné du pouvoir à des humains. Il est assez puissant pour avoir une place de choix au sein de notre organisation. Moi, grand pouvoir, je décide de le nommer responsable financier du conseil d'administration du Nouveau Monde. Et grâce à sa contribution, nous obtiendrons encore plus de bénéfices et de profits l'année prochaine. » Quand grand pouvoir s'exprimait, inutile de dire que personne ne l'a ramené. Tout le monde était d'accord, un consensus habituel tant il était persuasif. Pour communiquer avec lui, il valait mieux être droit dans ses bottes, sinon il te brisait littéralement sous la coupe de son verbe aiguisé. Une éloquence parfaitement maîtrisée faisait de ce grand monarque le politicien le plus redouté de tout le royaume. Beaucoup le craignaient, personne n'osait véritablement s'y opposer, et ceux qui avaient essayé devaient encore penser leur ego. Un expert, un véritable prodige dans l'art de manipuler autrui et de retourner la situation en sa faveur. Petit Pouvoir était en adoration devant son père. Il le regardait, il l'apprenait à développer les mêmes capacités et compétences, et il savait qu'un jour, il devrait porter haut et fort les valeurs défendues par sa lignée. Dès le lendemain, Grand Pouvoir partit en quête d'un cadeau spécial pour célébrer l'investiture de son fils. C'est ainsi qu'il se retrouva nez à nez avec le commerçant qui avait passé la nuit dans un petit hôtel proche du casino. Ils arrivèrent au même moment dans la boutique de vente
de montres les plus luxueuses du Nouveau Monde. Le commerçant sortit une photo de la montre qu'il souhaitait acheter. Quand Grand Pouvoir vit l'objet, son sang ne fit qu'un tour. C'était exactement ce qu'il voulait pour son fils. La montre, seul et unique exemplaire, était disponible. Le gérant du magasin avala sa salive et remonta ses manches, comme s'il allait assister au match vétéran le plus puissant du siècle. Un regard amusé cependant. Il savait qu'au Grand Pouvoir ne ferait qu'une bouchée de ce Gugus venu d'un autre monde. « Messieurs, comprenez-moi bien, je n'ai qu'un exemplaire et malheureusement, il n'y aura qu'un seul acquéreur. » Grand Pouvoir, très sûr de lui, mit de suite à l'aise son adversaire en lui proposant d'admirer la montre de plus près. Cette élante délicatesse mit de suite la puce à l'oreille au commerçant qui resta sur ses gardes. Son physique ne lui était pas étranger. Il y avait un fort lien de ressemblance avec Petit Pouvoir, et il se doutait bien que le charisme de ce monsieur cachait un autre savoir-être. Le glas retentirait s'il ne restait pas concentré. Le véritable défi était donc là, maintenant, à 7 minutes, à 7 secondes, tout pouvait basculer. Le commerçant prit une grande inspiration et dit « À quoi va-t-elle vous servir, cher monsieur ?» en s'adressant avec politesse à Grand Pouvoir. « À faire un cadeau à mon fils, qui vient de recevoir une promotion importante. Je tiens à marquer le coup. Cet objet est parfait pour l'occasion. » Le commerçant resta centré, ancré, alerte, tel un karatéka prêt à esquiver l'attaque. Il écouta avec intérêt et répondit d'une voix calme, ferme et assurée. « Je comprends qu'un père veuille faire plaisir à son fils et je vous en félicite. C'est un grand geste de votre part que de vouloir récompenser la réussite et la grandeur de l'un des siens. Bravo à vous, bravo. Cependant, j'aimerais vous poser une question, une seule, et si vous parvenez à me répondre, je m'effacerai et je vous laisserai ce sublime bijou bien volontiers. » Grand Pouvoir était aux anges. Trop facile. Mais avec grand plaisir. Je veux bien répondre à toutes vos questions, l'ami. Oh, une seule suffira, merci. Je vous écoute, répondit Grand Pouvoir très confiant. Quel est le cadeau le plus précieux que votre père ne vous ait jamais offert? J'entends par là celui qui vous a marqué pour la vie, celui qui ne s'use pas, qui ne se déprécie pas, celui qui fait de vous l'homme que vous êtes aujourd'hui et que personne d'autre que lui n'aurait pu vous offrir. Grand Pouvoir s'attendait à tout sauf à ça. Il était complètement désarçonné par la question. Il se mit à réfléchir. Il revoyait sa vie, ses victoires, ses anniversaires, la multitude de cadeaux sous laquelle il croulait régulièrement, des plus luxueux aux plus rares. La réponse qui lui vint, et que ses lèvres prononcèrent timidement, emplie d'émotion, l'amour du jeu. Il m'a offert l'amour du jeu. C'était un homme rusé qui avait beaucoup de joie et qui aimait jouer avec ses enfants. Nous avons passé notre enfance à jouer. J'ai compris que la vie ne vaut d'être vécue que pour jouer. Il a fait de moi un joueur. Non pas un joueur addictif, mais un joueur ludique qui s'adonne au plaisir du jeu. D'ailleurs, j'en ai réalisé quelques-uns moi-même. Le commerçant trouva la réponse pleine de sens et répondit « Eh bien, cher monsieur, cette montre, aussi rare soit-elle, est un objet qui peut s'acheter, mais ce que vous transmettez à votre fils ne peut en aucun cas se trouver dans une boutique. La richesse de la transmission n'est pas juste un cadeau, c'est un don que l'on garde pour la vie. Votre fils se souviendra de l'homme qui a éveillé cela en lui. Des montres, il pourra s'en acheter des centaines. Ce que vous lui avez légué le suivra pour le reste de sa vie. C'est ainsi que l'on survit chez l'autre, dans le cœur de celui qui reste quand on quitte ce monde. En tant que père, vous fabriquez des souvenirs pour votre enfant. Vous êtes ce parent psychologique qui survivra bien après vous, dans son cœur comme dans son esprit, et qui restera à ses côtés pour accompagner son âme. » Jamais personne n'avait osé parler ainsi à Grand Pouvoir. Le vendeur restait abasourdi, guettant discrètement une réaction du monarque qui ne vint pas.
il était foudroyé en plein cœur. Lui, qui avait toujours réponse à tout. Lui, qui avait construit son organisation sur la manipulation, le pouvoir, l'éloquence. Lui, qui était à la tête d'une fortune colossale, voire abyssale, devait se rendre à l'évidence. Le commerçant avait raison. Le plus beau cadeau qu'il pouvait lui offrir ne s'achetait pas. Un silence de plomb régnait dans la boutique. L'atmosphère était délicate et tangible. Le vendeur retint son souffle. Il lui semblait voir un éléphant avancer dans un magasin de porcelaine. Tout pouvait déraper en un instant. Grand Pouvoir remercia le commerçant, perdu dans ses pensées et assommé par ce coup d'éclat imprévisible et spontané. Il demanda au vendeur de lui emballer le petit miroir qui traînait sur le comptoir. « Mais c'est un miroir personnel sans grande valeur que j'utilise pour me dépanner, il n'est pas à vendre. S'il vous plaît, soyez gentil, emballez-moi ce miroir, l'ami. »« Comme vous voudrez, permettez-moi alors de vous l'offrir. » Décidément, Grand Pouvoir ne comprenait plus rien. Il fixa une dernière fois le commerçant droit dans les yeux. « Ce que vous avez fait, l'ami, personne, vous m'entendez? Personne n'a jamais osé. Et pour ça, aujourd'hui, à cet instant précis, vous avez ma reconnaissance et mon respect. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Mon père était un héros. On n'a pas toujours été d'accord, on n'a pas toujours trouvé les mots, on ne s'est pas toujours compris. Mais ce que je suis, je le lui dois. Il était une inspiration pour moi. Il n'est pas un jour de ma vie où j'oublie de qui je tiens cette joie, cette force, cet amour du jeu qui rend tant de gens... » Il s'interrompit. « Vendeur, emballez-moi cette montre. Je vous l'offre, l'ami. Elle est à vous, » dit-il au commerçant. Et sur ces quelques mots, il disparut avec son miroir à la main. Chapitre 13. Pendant ce temps-là, au royaume de Templeton, on préparait la fête de réouverture du pays merveilleux. L'effervescence était palpable, chacun contribuait avec élan. Elmna était en charge de la décoration des tables, elle débordait d'imagination. Une dame s'approcha de la fillette et lui demanda « Mais comment fais-tu pour avoir autant d'idées, Elmna ?»« Il suffit de lever le nez, tout est là, sous nos yeux, » répondit la fillette. Elmna avait beau avoir 5 ans, elle avait déjà la sagesse des plus grands. Elle était à l'écoute de sa conscience, avec un regard profond sur les gens et les situations. « La vie, c'est pas compliqué, » avait-elle un jour dit à sa maman en montant sur une chaise d'un pas décidé, comme si elle s'apprêtait à révéler un grand secret. « La vie, c'est faire tout ce qui me fait envie. » Sa maman la regardait tendrement, en priant secrètement pour que jamais sa fille ne perde cette vision, cet enthousiasme effréné, cette confiance en elle. Un débordement d'amour et de joie qui caractérisait ces nouveaux enfants, nés au pays merveilleux, incarnés pour venir en aide aux âmes éteintes en quête de sens. Ces nouveaux enfants s'étaient incarnés pour leur montrer la voie. Tout ce qu'elle n'a touché se transformait en or. Tout ce qu'elle essayait, elle le réussissait parfaitement, alors qu'elle faisait son activité favorite, du grand n'importe quoi. En fait, elle se moquait bien de réussir. Réussir ou pas quelque chose, ce qu'elle voulait, c'était jouer. Jouer avec la matière, les couleurs, les sons, la lumière, les idées. Elle ne rencontrait aucune limite. Elle n'attendait aucun résultat, et en général, c'est là que les miracles se produisaient. Quand rien n'arrivait, elle rigolait, toute seule, en contemplant ces grands n'importe quoi, avec beaucoup de joie. Elmna n'aimait pas les étiquettes. Elle voulait tout essayer, enfin tout ce qui l'amusait. Elle sautait souvent d'une idée à l'autre, puis faisait des ponts entre plusieurs activités. C'est ainsi qu'elle se retrouvait à tremper la queue de son poney Milo dans un pot de peinture mauve à paillettes pour confectionner un tableau inspiré par la musique du moment. Et le soir venu, elle s'endormait en pensant à demain et à toutes ces expériences inédites qu'elle n'avait pas encore eu le temps d'assouvir.
Elle n'avait pas particulièrement envie de grandir. On lui avait raconté que c'était une arnaque. Le monde des adultes n'était pas assez vivant et vibrant pour elle. C'est ainsi qu'elle prit la décision de passer beaucoup plus de temps dans la nature avec les animaux, les végétaux et les minéraux. Elle regardait la vie comme on la regarde rarement, avec le cœur et chacun de ses sens. Elle pouvait sentir une mélodie, toucher un parfum, goûter une image ou respirer une chanson. Un jour, au cours d'une des nombreuses balades dominicales en famille, elle s'exclama d'un ton grave. « Tu vois, maman, cette vieille dame là-bas, elle marche tout doucement. Peut-être parce que son corps a mal, mais moi, je crois que c'est parce que la vie en elle existe que maintenant, elle prend le temps. Elle a besoin de regarder les fleurs, les papillons. Regarde, maman, les adultes, ils parlent tout le temps. Ils écoutent de la musique très fort. Ils ne peuvent pas entendre le bruit de la vie. Ils sont trop pressés à courir vers autre chose. Ils courent, mais ne regardent pas. Tu te souviens comment Pépé les appelait? Les Zirouettes. Si seulement ils savaient que tout est déjà là. Tu vois, maman, cette vieille dame, elle est heureuse parce que justement, elle ne peut plus aller trop vite. Regarde comme elle est belle, maman. C'est une étoile, elle aussi. Elmna ferma les yeux et savoura cet instant quand soudain, elle sentit une douce brise lui caresser la joue. Elle connaissait cette énergie. Elle se mit à frissonner. Lorsqu'elle ouvrit à nouveau les yeux, en un flash mystérieux, l'image de son grand-père disparut, l'an passé apparut. Un homme au visage buriné par le soleil et le vent, les yeux pleins de malice, un sourire au coin des lèvres. Il avait la simplicité des gens bien, le Pépé. Il avait l'humilité des grands, de ceux qui savent en silence. Elmna le trouvait magnifique. Pépé, c'était pas rien. Pépé, c'était quelqu'un. C'était le roc, le chêne, le pilier central. C'était la force, c'était les racines, la bonté. Pépé, il était discret. Il ne parlait pas pour rien dire. Il appelait un chat un chat. Il tournait pas autour du pot. Il n'avait pas fait beaucoup d'études. Il n'avait pas parcouru les univers non plus, ni sauvé les étoiles. Pépé, c'était l'ami des animaux, du jardin et du silence. Sa vie était petite, sa maison encore plus. Il avait peu de richesses matérielles. Pépé, il savait regarder la nature parce qu'il l'aimait. Ses plaisirs étaient simples, se promener à vélo, pêcher dans la rivière, chanter le soir à la veillée, manger les fruits de son jardin chaque jour. Il était grand par la taille de ses mains et par la taille de son cœur. Il n'était pas infaillible, il se trompait parfois. Il était juste là, et même quand il ne disait rien, il irradiait de sa présence, simple et authentique. Il ne cherchait jamais à être autre chose que ce qu'il était. Elmna l'amenait dans ses jeux. Il rigolait, ça l'amusait beaucoup. Il y avait une relation particulière entre ces deux âmes. Ils aimaient la vie, et la vie leur le rendait bien. Ils avaient ça en commun. Le jour où Pépé partit, Elmna pleura beaucoup. Il avait besoin de faire un dernier voyage, avait-il dit, dont il reviendrait au printemps suivant. Mais le printemps suivant patienta, et il ne revint pas. Personne n'eut de nouvelles. Cela faisait déjà 1 an. 1 an jour pour jour. Du haut de son 1,90 m, il regardait les adultes bouger, s'affairer. Cela l'amusait. Les girouettes ne se posent que lorsque le vent cesse. Il faut du temps pour faire un homme, disait-il. L'enseignement ne se fait que par l'action. N'écoute pas ce que les gens disent, regarde ce qu'ils font. Tu n'as pas besoin de comprendre. Fais et tu sauras. L'évidence, cherche toujours l'évidence. Pépé, il préférait fonctionner au ralenti. Chaque geste était étudié et optimisé. Il prenait le temps de vivre et de ressentir la vie. Tout geste fait en conscience est un acte d'amour envers soi et le ciel. Voilà les mots de Pépé que la petite Elmna entendit dès sa naissance. Il a planté des graines toute sa vie, dans son jardin et dans la conscience des gens qui l'aimaient.
Elmna ne le lâchait jamais, attirée magnétiquement par ce grand-père venu d'ailleurs. Force, espièglerie, rire et un regard intense qui s'abattait comme un couperet quand tu touchais au sien. Il adorait remettre l'église au centre du village, comme il disait. Il ne supportait pas le paraître et la suffisance des faux érudits. Pourtant, il avait la délicatesse de les laisser s'exprimer et de ne jamais se moquer ni de leurs incohérences ni de leurs ignorances. On ne sait jamais rien de toute façon. Chacun détient sa vérité. La vie, c'est acquérir la maturité de toujours faire de son mieux. Tout le reste, c'est du vent. Pépé avait dû rejoindre le cimetière des éléphants, comme il l'appelait. Il avait dû sentir leur venir et ne voulait pas infliger cela à ses enfants. Il s'était octroyé un dernier voyage, laissant son empreinte intacte dans le cœur de ceux qu'il aimait. L'énergie de Pépé était là aujourd'hui, et Elmna le savait. Elle arbora un magnifique sourire et lança un « Je t'aime, mon Pépé, merci d'être là ». Elle se mit à envoyer des baisers autour d'elle, en se précipitant vers les portes du pays merveilleux de Templeton, prête à lancer ses pétales de fleurs. Chapitre 14. Le commerçant se retrouva au comptoir de la boutique face au vendeur. Il ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Il avait plus de 250 000 billets en poche et la montre de ses rêves au poignet. Il lui fallut quelques instants pour reprendre ses esprits, tant ce qu'il venait de vivre lui échappait. Il remercia le vendeur, trouva le premier espace vert venu et se posa sous un arbre pour faire le point sur la situation, quand une voix au loin le tira de ses pensées. « Tu vois, Antride, si tu travailles pas correctement à l'école, tu feras comme ce pauvre bougre, tu ramasseras nos déchets !» dit une femme d'une voix stridente, habillée en tailleur, montrant du doigt l'homme de ménage du quartier. Le commerçant était consterné par la scène. Jamais au pays de Templeton, les gens ne se permettaient de dénigrer qui que ce soit. « Pardon, madame, je vous ai entendu. Puis-je vous demander votre profession ?»« Mais qui êtes-vous, l'ami ?»« Oh, personne d'important. Mais j'ai cru comprendre que vous étiez quelqu'un de brillant qui avait réalisé des études. Est-ce exact ? On l'entend immédiatement quand vous parlez d'ailleurs. » Une flatterie qui mit la dame en confiance. Le commerçant savait parler au cœur comme à l'ego de chacun. « Oui, effectivement, j'ai un Master 2 en sciences de l'éducation et je suis secrétaire de direction dans une haute administration du Nouveau Monde. »« Ah oui, je comprends, » s'exclama le commerçant. « Et que se passe-t-il lorsque vous êtes souffrante ?»« Ah, cela m'arrive peu souvent, l'ami, j'ai une santé de fer, Dieu merci. » Sinon, eh bien, je suis remplacée, voyons. »« D'accord. Et imaginons l'espace d'un instant que votre poste soit supprimé car votre service n'a plus lieu d'être. »« Eh bien, je suppose que je serai mutée à un autre poste tout aussi valorisant. » »« D'accord, je comprends. Appréciez-vous de pouvoir vous promener avec votre fils dans ce magnifique parc ? » ?»« Ah oui, c'est un véritable bonheur. Il est tellement bien entretenu. » »« N'est-ce pas ? » ?»« Absolument. » »« Et si l'on fermait le service d'entretien, que se passerait-il ? » ?»« Ce serait terrible. Les gens sont tellement irrespectueux de l'environnement de nos jours. » »« Ne pensez-vous pas que le travail de cet homme est indispensable à l'harmonie et à l'hygiène de cette communauté ? » ?»« Oh, certes. » »« Ouais, l'inutile n'est pas celui qu'on croit, » rétorqua l'adolescent trop heureux d'avoir compris la leçon que le commerçant s'évertuait diplomatiquement d'infliger à sa daronne qui piqua un phare monumental. Le respect n'est pas un vain mot, madame, c'est l'élégance du cœur. C'est également ce qui nous permet de ne pas projeter nos propres incapacités, limitations et incompétences sur autrui. Cet homme a peut-être toutes les qualités pour être un excellent commercial, enseignant, pour être un papa fabuleux. Peut-être juste qu'il ne supporte pas de travailler enfermé dans un bureau toute la journée, assis sur son derrière. Peut-être qu'il préfère respirer nos déchets toute la matinée pour avoir la tranquillité nécessaire de s'adonner à ses loisirs ou à sa famille. Peut-être a-t-il choisi une vie modeste et atypique parce que ce travail n'est certes pas glorieux aux yeux de certaines gens, mais il correspond à ce dont il a besoin dans sa vie, ici et maintenant. Derrière chaque homme, une histoire. Comment peut-on juger le travail, le choix de vie d'un homme dont on ne sait rien ?
La dame avait déjà tourné les talons, emportant prestement son ado avec elle, sans donner de réponse à cette question rhétorique, qui n'en demandait d'ailleurs pas, et en vociférant sur ces gens mal élevés qui se mêlent de tout, et gna 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 gna. Le commerçant traversa la rue et s'avança vers l'homme qui rangeait les poubelles. « Bonjour. Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Vous avez de la famille? Vous avez peut-être des enfants? Vous avez une passion dans la vie? Pourquoi avoir choisi cette activité? Je me posais juste la question, je ne veux pas vous déranger. Est-ce que vous me permettez cette indiscrétion, cher monsieur? Bonjour, oui, j'ai 5 enfants, je suis un ancien restaurateur, ça fait 2 ans que je fais ce job pour gagner ma vie et pour pouvoir un peu profiter de mon temps libre. Le commerçant regarda l'homme de poubelle, regarda sa mallette, puis une nouvelle fois fixa le regard de l'homme. Eh bien tenez, cette mallette est pour vous. J'ai gagné cette mallette au casino. Là où je vais, je n'en ai pas besoin. Faites-en un très bon usage. Le commerçant laissa la mallette aux pieds de l'homme sans donner plus d'explications et détala rapidement. L'homme mit un coup de pied dans la mallette qui tomba au sol. Ah bah, elle est pas mal celle-là. Il s'agenouilla, ouvrit la mallette et découvrit 250 000 billets. Il tomba sur son postérieur. Ne jamais se fier aux apparences, ne jamais s'appuyer sur nos certitudes, toujours rester optimiste et en mouvement. Voilà les lois de la vie inculquées à Templeton. Le commerçant arriva à la porte du Nouveau Monde. Il contempla une dernière fois la cité en se disant qu'il venait de vivre une tranche de vie particulièrement inédite. Il savait que désormais, une autre mission l'attendait chez lui. Chapitre 15. Elmna, elle, du haut de ses 5 printemps, savait déjà ce qu'elle ferait dans la vie. Elle serait docteur pour les étoiles. Elle le comprit un beau soir d'été en contemplant le ciel étoilé au-dessus du royaume magique de Templeton. « C'est trop beau une étoile, maman. C'est du courage, beaucoup de travail que de briller tout le temps. Moi, je veux aider les étoiles, les soigner, les écouter, leur donner du courage, leur rappeler pourquoi elles ont choisi d'être des étoiles. Je serai docteur pour les étoiles. » Crois-tu vraiment que ce métier existe, Elmna? Mais enfin, maman, c'est pas un métier, c'est ma mission. Le débat était clos. Le commerçant utilisa la clé de téléportation et se retrouva en quelques secondes à la porte d'entrée du pays merveilleux de Templeton qui allait ouvrir ses portes après 90 jours de fermeture annuelle. Plus que quelques minutes et je serai auprès de ma femme, de mes enfants, de mes amis, de mes montagnes. Le commerçant n'était plus l'homme qui vivait dans ce royaume il y a 3 mois. Il avait ouvert des clés en lui. Il y voyait plus clair sur le monde et sur qui il était. Il découvrait ses talents, ses élans, ses envies. Il avait quitté le rivage pour accéder à un autre possible. Il revenait le cœur léger, fier et nourri par cette audacieuse aventure. De l'autre côté de la porte, on réglait les derniers préparatifs. La porte allait s'ouvrir dans quelques minutes. Les fleurs, la musique, la nourriture, tout était prêt pour célébrer la fin de la saison et le retour du commerçant. Des minutes terriblement longues et intenses à la fois. Chapitre 16. Grand Pouvoir arriva au palais. Il demanda qu'on aille chercher Petit Pouvoir, il avait quelque chose d'important à lui remettre. Petit Pouvoir n'attendait rien. Il savourait son nouveau poste avec fierté. Il arriva face à son père, son mentor, son idole. Être à ses côtés était déjà un cadeau en soi, mais il était habitué à recevoir des cadeaux plus que prestigieux. Il se dit « Que m'a-t-il encore trouvé ?» Grand Pouvoir s'approcha d'un pas solennel et lui tendit le miroir enveloppé dans une jolie pochette en organza.
Petit Pouvoir ouvrit délicatement et regarda son père surpris. « Voici, mon fils, ce que je souhaite t'offrir aujourd'hui. Prends le miroir face à toi. Regarde-toi dedans. Regarde ton image. Chacun de tes traits est là pour te rappeler qu'avant toi, ta famille, ton grand-père, ton père ont œuvré pour faire de ta vie la meilleure qui soit. Je t'ai offert la puissance, le pouvoir, l'héritage familial. Ce que je souhaite que tu retiennes de moi, mon fils, c'est la façon avec laquelle j'ai parcouru ces 7 décennies et dont je t'ai inculqué la passion du jeu. Je souhaite, plus que tout, que tu puisses chaque jour t'admirer dans ce miroir et ne jamais regretter tes choix, et surtout honorer la vie qui circule en toi, par amour du jeu. Du jeu au jeu. Il n'y a qu'une lettre, telle est notre devise. Nous avons réussi là où peu de personnes réussissent. Rien ne peut se construire en ce monde sans y mettre de l'enthousiasme. Ta mission d'être, c'est le jeu de la vie, réalisé à grande échelle. Je te confie ce miroir pour que tu puisses te rappeler de tout cela et le transmettre un jour à tes enfants. Contemple-toi avec fierté. Contemple qui tu es et d'où tu viens. Et joue, mon fils, joue. La vie est une belle scène de théâtre dont tu es l'acteur. Le monde t'appartient tant que le jeu reste entre tes mains. Cet homme, taquin et manipulateur, qui jouait d'habitude de l'ironie et du sarcasme à tour de bras, se montrait enfin dans sa plus parfaite humanité. Habituellement, il s'amusait à la joute verbale, comme d'autres vont à la pêche. Prostré dans une attitude variant du cynisme à la moquerie en passant par l'humour décapant. Cet homme avait dû développer des trésors d'ingéniosité pour survivre à son environnement. Le jeu lui avait sauvé la vie. Petit Pouvoir vit la vulnérabilité de son père, dont il ne sut que faire. Il le remercia pour sa sincérité, pour ce moment hors du temps. Les choses étaient en train de changer au Palais Violette. Les cœurs commençaient à s'ouvrir et avec eux, la conscience s'invita, initiant un changement imminent chez les monarques du Nouveau Monde. Chapitre final. Elmna était prête. Coiffure impeccable, chaussures vernies impeccables, ongles framboises impeccables, rose à lèvres tout autant, robe de princesse à paillettes parfaitement assortie à ses baskets mauves qu'elle ne quittait jamais. Prête pour l'aventure des portes du pays merveilleux et le retour du commerçant. Auquel, vous vous en doutez, elle avait une multitude de questions à poser. 1, 2, 3. Les majestueuses portes du royaume s'ouvrirent, et là, sous les yeux des habitants du pays merveilleux, le commerçant apparut dans un halo de lumière arc-en-ciel. Le grand conseil des rêves accueillit le commerçant et scanna son aura. Son empreinte énergétique s'était transformée. Il avait activé non seulement l'art oratoire, mais l'ouverture du cœur chez tout un chacun. Même son visage était différent. Le grand conseil lui dit « Sois le bienvenu au pays merveilleux de Templeton, cher commerçant. Tu as vécu un voyage initiatique intense et tu as fait une expérience qui t'a fait mûrir et explorer les différentes facettes de ta personnalité. Tu as fait un énorme pas vers qui tu es, car tu as su contacter ton ombre et ta lumière. Un jour viendra où tu pourras siéger au grand conseil des rêves. » Le commerçant considéra cette proposition et accepta avec fierté la reconnaissance de ses pairs. Il avança et reçut des sourires, des félicitations, des remerciements, des pétales de fleurs, de l'amour à revendre. Sa femme, ses enfants se jetèrent dans ses bras. Que c'était bon de rentrer au pays merveilleux.
Le royaume ferma ses portes pour la nuit, rassemblant en un seul espace l'amour et toute la joie de l'humanité. Il y avait dans l'air un parfum de bonheur et une légèreté de vivre dont chacun emplissait ses poumons. « Prenons des réserves pour les jours de disette, mes enfants », souffla le grand conseil des rêves à sa communauté. Elmna ferma les yeux et d'un coup sentit à nouveau le vent caresser son visage et tournoyer autour d'elle comme pour la faire danser. Elle se mit à rigoler. Du haut de ses 5 ans, la vie s'offrait à elle comme un immense banquet savoureux. C'était son héritage. Elle ferait tout son possible pour le conserver. Elle se tourna vers le ciel, regardant ses amis les étoiles qui, ce soir-là particulièrement, se mirent à briller plus que jamais au-dessus du pays merveilleux de Templeton. Dans mon monde à moi, il y a plusieurs décors, des rois, des princesses, des îles au trésor, des comètes perdues, des rubans qui dansent, des couleurs qui jouent à sauter partout. Dans mon monde à moi, les petits doigts me parlent, les idées s'agitent, l'encre bleue s'emballe. La misère s'envole, je vire loin du sol, arrosée de musique, loin des statistiques. Je suis une passionnée, passionnée des couleurs, les pinceaux c'est ma vie que je dessine dans mon cœur. Je suis une passionnée, passionnée de romance, je colore mon chemin d'un millier d'étoiles qui dansent. Je suis une passionnée, passionnée des couleurs, les pinceaux c'est ma vie que je dessine dans mon cœur. Je suis une passionnée, passionnée de romance, je colore mon chemin d'un millier d'étoiles qui dansent. Ma vie est faite de dessins d'arc-en-ciel, de monts et merveilles, de tours de piste et d'élastiques, de cols, de paillettes, de gommettes. Ne cherchez pas à me coincer dans vos pupitres délabrés, car je n'y rentrerai jamais. Je suis trop libre, bien trop sensible, trop enjouée pour me permettre d'être casée. Je suis une passionnée, passionnée des couleurs, les pinceaux c'est ma vie que je dessine dans mon cœur. Je suis une passionnée, passionnée de romance, je colore mon chemin d'un millier d'étoiles qui dansent. Je suis une passionnée, passionnée des couleurs, les pinceaux c'est ma vie que je dessine dans mon cœur. Je suis une passionnée, passionnée de romance, je colore mon chemin d'un millier d'étoiles qui dansent. Ça bouillonne fort là dans mon corps, d'animaux dingos rigolos, de grands fatos, faibles ridicules, d'épouvantails, statiques et bulles. Y a des rois pauvres et déprimés qui vont se s'habiller. Moi je vois tout et son contraire, je peux créer toute la journée sans me fatiguer. Ça me fait pas peur de rêvasser. Je suis une passionnée, passionnée des couleurs, les pinceaux c'est ma vie que je dessine dans mon cœur. Je suis une passionnée, passionnée de romance, je colore mon chemin d'un millier d'étoiles qui dansent. Je suis une passionnée, passionnée des couleurs, les pinceaux c'est ma vie que je dessine dans mon cœur. Je suis une passionnée, passionnée de romance, je colore mon chemin d'un millier d'étoiles qui dansent. Mes pinceaux c'est ma vie. Je suis une passionnée. Je colore mon chemin d'un millier